Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Metouchi de ClickFunnels, une spécialiste, si vous ne la suivez pas encore sur LinkedIn, du SEO. Et vous allez voir qu'elle elle en a vraiment sous le capot, Myriam, parce que moi, j'ai déjà eu affaire à elle, on a déjà discuté, et elle a plein de choses à partager hyper actionnables. Myriam, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Sandy pour l'invitation. Je suis super contente d'être là avec toi et de discuter SEO. Écoute, moi, je suis d'autant plus contente que je sais déjà qu'il va y avoir plein de pépites qui vont tomber. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une première question, j'ai vraiment une première question pour toi, qui est, j'entends pas mal de choses, tu sais, nous, on travaille pas mal avec des PME et souvent, on me dit, mais avec la quantité de contenu qui existe déjà sur Google, qui existe déjà en ligne et des concurrents qui sont déjà actifs, est-ce que le SEO, donc le référencement, ça a encore un intérêt pour les PME? C'est une très bonne question. C'est clair que, avant, c'était plus facile de faire du référencement et qu'on pouvait se positionner plus facilement sur certains mots-clés. Aujourd'hui, la compétition est assez, rude. Il y a beaucoup de contenu, tu l'as bien souligné, mais il y a un énorme intérêt parce que en fait, vu que 90 des gens en France, tapent, directement dans Google pour avoir, une réponse, en fait, c'est un canal d'acquisition, qui est majeur, qui a pas tant que ça un coût. Enfin, je veux dire le ROI du référencement naturel est largement supérieur, en fait, à son coût et finalement, si, il faut absolument se rendre visible et se positionner là, enfin, devant, dès que quelqu'un, en fait, cherche, une requête, qui te concerne, en fait et même s'il y a beaucoup de contenu, je pense et on l'a tous constaté, qu'il y a encore, une majorité de contenus qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée et je pense que l'enjeu du SEO, maintenant et à venir, c'est de se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité et autre chose. OK, donc pas juste écrire, du contenu optimisé pour écrire du contenu optimisé, mais vraiment avoir de la qualité, derrière. Donc si je résume, c'est pas trop tard. On peut encore s'y mettre. On peut complètement s'y mettre, les règles sont plus difficiles qu'avant, mais en fait, tout ça, ça a été fait dans une volonté de qualité, en fait. Pour que vraiment, toi, moi, n'importe quel internaute, dès qu'il tape une recherche, enfin, dès qu'il a une requête et qu'il la tape dans Google, qu'il tombe, en fait, sur quelque chose qui traite sa problématique et qui lui apporte une valeur. Donc oui, complètement, c'est ce que tu disais, non, ça sert plus à rien de faire du contenu optimisé pour, faire du Juste contenu bêtement, ça sert à rien. Alors exactement. moi Ça j'ai dû agace tout le monde et Google en premier. moi j'ai dû faire un aveu, je suis une fan, de SEO. Alors c'est pas que je sois une experte dans le sujet, mais nous, c'est vraiment ce qui nous a permis de trouver nos premiers clients. On avait tout misé là-dessus, dès le départ et aujourd'hui encore, ça nous rapporte de la visibilité, ça nous rapporte du trafic sur des articles qui sont relativement ancien, alors qu'on actualise, hein, promis. Mais en tout cas, je peux témoigner que quand on est une entreprise petite, puisque nous, on n'est pas très grand, eh ben, le SEO, ça a vraiment un intérêt. Donc, top. Merci de nous avoir rassurés sur ce sujet, Myriam. Oui, il y a encore de belles années, hein, pour le SEO, je pense, hein, Et clairement. du coup, on a abordé le sujet de qu'est-ce qui est pas bien. C'est-à-dire qu'avant, le truc genre optimisé un peu à l'arrache, on mettait des mots-clés partout. Bah, aujourd'hui, on se rend compte que ça a ses limites. Donc, si tu devais résumer un bon SEO, parce que c'est pas que le contenu, et on va le voir, est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est quoi un bon SEO, c'est quoi un bon référencement, un bon travail de référencement? Bah, ça repose vraiment sur 3 piliers. Clairement, le contenu, on en a parlé, mais même si on se repose uniquement sur le contenu, ça fera pas toute la stratégie. C'est pas ce qui va permettre d'avoir un maximum de trafic, non plus à moyen, à long terme. Donc, on va dire, il faut d'abord se focaliser sur la technique, c'est-à-dire avoir un site qui est qualitatif, techniquement qui répond aux exigences de Google et en fait qui soit pensé pour, que l'utilisateur ait une bonne expérience. Donc ça veut dire, avoir une, vitesse de chargement qui est correcte, avoir une structure de contenu qui est correcte. En fait, c'est beaucoup de critères techniques, mais quand on regarde d'un petit peu, on comprend, on réalise que c'est beaucoup de bon sens aussi et que toutes ces règles ont été édictées pour que la personne qui se rende sur, ton site internet passe un bon moment, en fait, tout simplement. Donc Google, il se met vraiment du point de vue de l'utilisateur et pas du contenu, du point de vue des entreprises qui vendent. C'est vraiment faire plaisir aux gens qui cherchent. Exactement, parce qu'en fait, les clients de Google, c'est ceux qui cherchent, tout simplement. Parce que demain, tu décides, enfin, tu tapes une requête et tu tombes sur plein de résultats qui ont absolument rien à voir avec ta recherche, bah, tu vas être frustré et tu vas te dire: «OK Google,
c'est pas si fou que ça, en fait. Donc je vais aller chercher chez Bing ou DuckDuckGo ou Non, pas Bing. voilà, Je faut plaisante. il faut vraiment Si vous vivre. si vous utilisez Bing, pas de problème, mais pas Yahoo par contre. Bah, l'idée justement, c'est de rester qualitatif, de proposer des sites de qualité, des résultats de qualité parce que sinon, finalement, peut-être qu'un jour tu te diras: «Ah, Bing, c'est pas si mal», tu vois? D'accord. Donc oui, complètement, ils focalisent sur l'utilisateur. Ils sont pas côté, propriétaire de site. Donc il faut se mettre aux normes, clairement. Donc d'un point de vue technique, ça c'est le premier point. Ensuite, le second point, on l'a vu, c'était le contenu. Donc avoir un contenu qui a une réelle valeur ajoutée et qui corresponde en fait à la recherche de ta cible ou de tes cibles, parce que parfois tu peux en avoir plusieurs. Et enfin, le troisième, c'est le netlinking. En gros, c'est l'autorité. En fait, c'est vraiment, ce que les autres sites disent de toi influe sur ta réputation auprès de Google. C'est-à-dire que, tu as, je sais pas moi, l'Express qui te fait un lien vers ton propre site, ça va être, considéré comme un signal positif, comme le Google va se dire: «Ah, ce site, il est qualitatif». Plutôt que si c'est, «Deviens, millionnaire grâce au poker.com». Désolée, il y a quelqu'un qui a un site, J'aime beaucoup. j'entends, qui a un site similaire, mais forcément, bah, ça risque de renvoyer un signal, pas, Ah terrible. top. Donc si Voilà, je comprends bien, ce que les autres sites influents et d'autorité disent de ton site et offrent de la visibilité à ton site, bah, c'est bon pour le propre score de ton site et plus tu auras ce genre de netlinking, donc de liens qui renvoient vers ton site et plus ton site va remonter dans les résultats de Google. exactement, ouais, complètement et en fait, ça ressemble un peu à la vie, réelle, quand, par exemple, tu cherches à embaucher quelqu'un et que tu vas demander l'avis, ou tu vas demander à quelqu'un de te recommander une personne, à un poste et en fait, si la personne à qui tu demandes, elle a on va dire un bon job, qu'elle est dans ton secteur, que tu sais qu'elle travaille bien et cetera, forcément, bah, son avis va avoir un énorme impact dans ta décision parce que tu considères que cette personne-là, en fait, elle est apte à t'avoir enfin, apte, reconnue, dans, sa décision et dans ses choix, quoi. Donc forcément, ça ressemble vraiment pareil. On va dire vie réelle et fonctionnement des moteurs, finalement, c'est plus ou moins la même chose. C'est assez similaire. Donc, on répète, il y a la partie technique qui est super importante et souvent, enfin, moi, je le constate très, très négligé. Et en fait, c'est pas qu'ils négligent, c'est que beaucoup ignorent que c'est très important. La partie technique, souvent, celle auquel on pense le plus, c'est la partie contenu parce que c'est celle qui est visible. C'est la partie émergée de l'iceberg. Alors, c'est très bien, mais il faut que ce soit optimisé et de ce que je comprends, c'est largement pas suffisant, en tout cas. Et la Oui, partie netlinking, c'est ce que les autres disent de ton site et renvoient vers ton site. Donc, c'est un peu la visibilité que les autres te donnent et surtout s'ils sont importants. Hein. Plus on va avoir un oui, acteur important, plus ça va rayonner sur notre propre site. c'est ça, la qualité avant tout et en fait, les 3 piliers, c'est un peu comme un trépied. Tu Ça, enlèves j'aime une beaucoup. branche et boum! Ah, Donc faut vraiment fonctionner. j'aime beaucoup l'image. Bah, écoute, merci. Concrètement, si je suis une entreprise en B2B et que je veux améliorer mon référencement, parce que là, je pense qu'il y a plein de gens qui ont écouté, qui vont se dire, OK, en fait, moi, j'ai travaillé que le contenu. Je ne sais pas trop si je fais bien sur le reste, mais je voudrais m'y mettre, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, toi, tu me dis, si tu devais me faire un mini plan d'action sur, bah, j'ai déjà un site, OK, j'ai un peu publié et encore pas sûr. Par quoi je commence si je veux vraiment aujourd'hui me pencher sur mon référencement, mon SEO et avoir des résultats? Moi, je pense que tu dois commencer principalement par la recherche de mots-clés, c'est-à-dire, te dire: «En fait, je vais rédiger sur quoi? Qu'est-ce que cherche ma cible?» et cetera et en fait, tout ça, ça passe par vraiment un profiling de ta ou de tes cibles, heu, où tu te poses avec tes équipes ou toute seule et tu te dis: «OK, la personne à qui je m'adresse, à quoi elle pense? C'est quoi ses problématiques? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce que je peux rédiger comme contenu qui va permettre de la rassurer?» Il y a un travail de brainstorming qui est quand même présent et ensuite il y a des outils qui sont super comme SEMrush, comme, Keyword Surfer, enfin, il y a beaucoup d'outils en fait qui sont présents, qui t'aident aussi à faire cette recherche de mots-clés là. Donc, par rapport à une problématique, on te suggère des mots-clés, c'est ça? Voilà, bah, c'est ça. Tu vas taper une requête, tu vas entrer une requête et tu vas avoir des mots-clés qui sont similaires, ou des mots-clés de la même branche, en fait et là-dedans, tu regardes, tu fais ton tri, en fait. Tu fais ton tri, par opportunité, par volume de recherche. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, mais en fait, l'idée, c'est de se dire, «Ah, ce mot-clé-là, il est intéressant, je vais rédiger un contenu dessus». C'est une page, un mot-clé. C'est pas D'accord, une page, 5 mots-clés, c'est vraiment une page, un mot-clé. Donc qui est à chaque optimisé fois que tu pour as un un mot-clé seul mot-clé.
C'est ça. OK. À chaque fois qu'un mot-clé t'intéresse, bah, tu rédiges un contenu, en fait, dessus. Un mot ou une expression? Je veux dire, est-ce que c'est, Ça peut être une expression. Ça OK. peut être, carrément une expression. Bah, Parce que souvent oui, Parce oui, que des fois, ça toujours. peut être dur, non, d'avoir que sur un seul mot-clé, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont déjà rédigé dessus. Comment on fait si, c'est un mot-clé qui est super concurrentiel? Ah oui. Ah bah, en général, on va chercher ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne. En fait, c'est un mot-clé qui est composé de plusieurs mots. Et en fait, en général, ces recherches-là, elles sont plus précises et elles sont beaucoup moins, concurrentielles. C'est comme par exemple, tu vas pas vouloir te positionner sur hôtel parce que tout le monde cherche, un hôtel et ça peut être, partout et en Et fait, ça peut n'importe où, pas surtout. voilà, exactement et n'importe où, de pas du tout te concerner. Alors que tu vas vouloir, te positionner sur, hôtel éco-responsable, Lisbonne ou, des choses comme ça, tu Ah ouais, vois? là, c'est hyper spécifique. Voilà, là, c'est hyper spécifique. Tu peux l'être aussi moins spécifique et en fait, c'est ce qu'on appelle la medium trend, où ça va être, par exemple, hôtel Lisbonne. Mais tu peux aussi être très spécifique et moi, j'encourage en général à être très spécifique parce que c'est les mots-clés qui sont les moins concurrentiels et c'est ce qu'on appelle un peu les quick wins. Tu sais que quand tu rédiges un contenu sur un mot-clé qui est assez précis, bah, en fait, c'est moins difficile pour toi de te positionner et ça va prendre moins de temps, en gros, Ouais, c'est globalement, clair. quoi. C'est clair. Ouais, c'est vrai Mmh. que c'est pas évident, hein. Souvent, ça demande de la réflexion. On va pas l'inventer, comme ça. Mais, moi, ce que je conseillerais, c'est de pas mal écouter ses clients. Parfois, moi, je sais qu'un contenu qu'on a fait et qui fonctionne très bien, c'est, comment optimiser son profil LinkedIn lorsqu'on a plusieurs activités. Donc c'était, profil LinkedIn, plusieurs activités ou slasher, je sais plus comment je l'ai optimisé et en fait, c'était une question qui revenait super souvent, mais il y avait pas tellement de littérature sur le sujet. Donc juste en faisant ça, et ben, en fait, ça a permis d'avoir pas mal de trafic juste sur cet article. Bah, oui, c'est ça. Bah, en fait, tu as C'est exactement juste pour donner ciblé. un exemple, hein, sur, C'est un très de bon ce que j'ai exemple. fait. C'est des problématiques, c'est ce genre de questions que les gens se posent et moi, j'incite vraiment tout le monde à se poser sur les questions, que potentiellement ta cible se pose, en fait, tout simplement et à rédiger dessus. Donc là, tu as fait un très bon, move et c'est exactement ça. Prendre une question, rédiger un contenu dessus. Donc dans mon plan d'action, la première chose, c'est que je fais une étude sur les mots-clés. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, une fois que tu as ton étude de mots-clés, normalement, tu as un espèce de plan éditorial où, en fait, tu sais sur quoi tu vas rédiger les prochaines semaines. OK. Donc ça, c'est, le 2 partie de la roadmap et en fait, en même temps, tu peux lancer un audit technique et donc regarder si ton site techniquement, offre une bonne expérience. Il y a plusieurs critères. Bon, en général, c'est toujours bien, pour la technique de travailler avec un consultant, mais en fait, voilà et vraiment se dire: c'est quoi les problèmes au niveau de mon site? Qu'est-ce qui freine l'utilisateur? Qu'est-ce qui peut le frustrer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc ça, c'est la chose que tu vas travailler en même temps que tu fais ta recherche de mots-clés et ton plan éditorial et après, tu peux aussi jeter un coup d'œil à ta concurrence et pour se dire, il y a des outils qui sont géniaux, comme SEMrush par exemple, qui te permettent d'étudier en fait tes concurrents et savoir, par exemple, les mots-clés qui leur apportent le plus de trafic ou vraiment beaucoup d'infos, combien de trafic ils ont par mois, enfin, il y a quand même pas mal d'infos grâce à ces outils-là et donc tu peux t'inspirer aussi de leur stratégie, des mots-clés en question qui leur apportent du trafic pour te dire: «Tiens, je vais aussi les intégrer». Essayer de rédiger un contenu qui soit différent, hein, forcément, tu vas pas copier-coller, Ça, l'article c'est du concurrent, interdit, hein, on le dit à tout le monde. C'est c'est pas bien. interdit et c'est très, très mauvais. En plus, c'est sanctionné par Google, donc vaut mieux pas essayer. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, par exemple, il a écrit cet article-là. Moi, je suis dans le même métier, je sais qu'il manque ça, ça, ça. Bah, moi, je vais créer un truc qui est plus long, qui inclut, ce qui manque chez mon concurrent, tu vois? Donc ça, c'est, 3e étape et après, dernière étape, super importante, c'est de regarder le profil de lien de tes concurrents et en fait, de faire une stratégie de lien, de te dire, par exemple, ben, quel site qui est dans ma niche, qui est de qualité, pourrait me faire un lien et là, c'est parti. Soit tu les contactes, pour leur demander un lien vers ton site, ou alors tu achètes des liens. Tu Type achètes de des liens. stratégie. Alors moi, Exactement. je te confie une expérience. En fait, nous, les liens qu'on a, on pourrait en avoir plus, hein, clairement, on pourrait être meilleur, c'est pas là où on brille le plus, mais on a quand même quelques-uns qui sont bien sympas et il y a pas mal de gens, s'ils trouvent que ton contenu est de qualité, ils acceptent super volontiers de te faire un lien vers ton site.
C'est-à-dire que moi, on avait eu une mauvaise expérience, on avait changé de nom il y a 2 ans et du coup, ça avait un peu, voilà, c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue, parce que ça avait un peu dégringolé le référencement, mais surtout, il y avait des liens qui s'étaient cassés et j'étais, un par un, j'avais pris mon petit bâton de pèlerin, j'avais recontacté, chaque site en disant: «S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre à jour le lien?» Et en fait, il y a je dirais que 8 personnes sur 10 l'a fait très volontiers et très gentiment. Alors pas immédiatement, mais sous 1 mois, tous les liens étaient à jour. Donc en fait, ça se fait. Tout le monde ne va pas dire: «Oui, je vous le fais gratuitement», mais il y a quand même pas mal de personnes qui acceptent de mettre des liens s'ils trouvent que le contenu est de qualité. Mmh. Absolument. Ah, vraiment l'idée en fait, c'est de miser sur la qualité de ton contenu parce que plus tu vas, écrire un contenu, bah, à haute valeur ajoutée et plus facilement les gens vont te faire un lien avec. Parce qu'il faut se dire clairement tous les jours, il y a des milliers de personnes, des blogueurs, des rédacteurs qui cherchent sur internet des idées d'articles vers lesquels ils aimeraient faire un lien en fait, tout simplement, des journalistes, vraiment tout le monde qui écrit. Donc tu as quand même plus de chances d'obtenir naturellement des liens avec un contenu super qualitatif ou Quand tout limite la personne, elle sera trop contente de te faire un lien parce qu'elle va se dire: «Même dans mon article, j'apporte une valeur, enfin, je ouais. transfère en tout cas à un site qui apporte une valeur à mon lecteur». Donc oui, oui, si tu mises sur la qualité, clairement, c'est payant. Et moi, j'avais une question parce que, je sais qu'à une époque, il y avait pas mal de gens qui le demandaient, j'en entends moins parler. L'échange de liens, toi, tu en penses quoi? Tu sais, où tu dis à ton partenaire: «Bah, tu me fais un lien vers ton site et je te fais un lien», voilà, on échange. Est-ce que vraie ou fausse bonne idée? Alors pour moi, c'est pas réellement une bonne idée, parce que, les algorithmes en fait de Google ont beaucoup évolué et ils sont extrêmement attentifs aux liens et ils savent qu'il y a énormément de pratiques un peu frauduleuses au niveau de l'acquisition de liens et en fait, c'est un comportement un peu suspect de se dire, «Tiens, je vais faire un lien vers un site, A fait un lien vers B et B fait un lien vers A». Normalement, c'est pas ce qui se passe naturellement. Ce qui se passe naturellement, c'est que quelqu'un va vouloir faire un lien, A va vouloir faire un lien vers B parce qu'il trouve que son contenu est bien, en fait, de manière naturelle et ensuite il va faire un lien vers C pour la même raison. Mais c'est relativement rare, sauf dans le cas des partenariats ou de quelque chose, comme ça, c'est relativement rare qu'il y ait une telle réciprocité, en fait, dans un comportement naturel d'acquisition de liens. Donc même si tu le fais, fais-le de manière minime, que ce soit pas du tout, quelque chose de trop important. Parce que si Google analyse ton profil de lien et qu'il voit que c'est que A vers B et B vers, A, Il y ait de la il va réciprocité partout? exactement, il va se C'est dire: «OK, louche. il y a anguille sous roche, il y a anguille sous D'accord. roche, donc problème». Là, Donc c'est le moment où tu dans attends la petite notification dans dans OK, ton donc en résumé, tout ce qui est un peu trop simpliste, on évite. Google, il est quand même capable de, débusquer ce genre de pratique. c'est Bon, ça. Ils ont mis des moyens énormes, hein, dessus, hein, c'est donc tentant, mais on va pas le faire. D'accord? c'est ça, Donc exactement. ne le faites pas, c'est pas une bonne Ou idée. faites-le en vraiment Ah en ouais, dosant. Tu peux avoir 2-3 liens en réciproque sur 1000 liens, par exemple, tu vois? d'accord. C'est Ah pas ouais, un 1000 souci. liens carrément, quoi. Non, mais parce que moi, je suis Tu vraiment je suis la carte, sécurité, moi, de base, D'accord et du coup, mais voilà, parlons-en concrètement. Sur un site qui a, je sais pas moi, on va dire, 10 pages, 10 pages plus une cinquantaine d'articles de blog aujourd'hui. Tu penses qu'il faut à peu près l'idéal, c'est d'avoir combien de liens? Il faut en avoir le plus possible ou est-ce que trop, ça fait aussi louche? Est-ce qu'il y a un seuil Ah, qui d'alerte? je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, en fait, avant de prendre une décision à ce sujet-là. Déjà, il faut regarder un petit peu le profil de lien des concurrents, voir combien ils en ont. Pour savoir, ben, en fait, où tu te situes par rapport à eux, complètement et deuxièmement, moi, je vraiment décourage l'acquisition massive de liens parce que ça, c'est vraiment pas naturel. En fait, il faut se dire, un bot Google, ça réfléchit, un peu comme nous. Enfin, c'est pas un compliment pour nous, heu, Non, c'est pas clairement pas. mais en gros, il faut se dire: «C'est très bizarre d'aller sur un site qui a 2 liens et puis le mois d'après, il en a boum, il en a 1000». Forcément, toi, tu vas te dire: «C'est bizarre». Donc en Oui, fait, un Google va se dire pareil, il va se dire: «C'est très bizarre, pourquoi, c'est pas comment peut normal. passer» voilà, attention, oups, activité frauduleuse. Donc en vrai, faut se dire, moi ce que j'aime bien faire, c'est de l'acquisition progressive. C'est-à-dire, tu as un nouveau site, par exemple, donc relativement peu de contenu, c'est pas un site qui a énormément d'ancienneté ni de contenu. Tu vas commencer ton acquisition de liens de manière, subtile, c'est-à-dire que tu vas commencer à en avoir, entre 5 et 10 les premiers mois. Heu
Parce que c'est logique, en fait. Tu sors un nouveau site, il ne faut pas s'attendre à ce que la planète, te fasse un lien parce que personne n'est au courant normalement. Donc il faut se dire: «Ça, c'est naturel comme comportement». Donc tu commences entre 5 et 10 et puis tu attends 3-4 mois et tu commences à augmenter petit à petit ton ratio de liens, en restant entre 10-15, je dirais la première année, tu vois? Heu, L'idée c'est même pas tant que se focaliser sur ton acquisition de liens en termes de quantité, même si c'est important, hein, on va pas se mentir, le facteur quantité est important, mais surtout de qualité. C'est que je préfère 1000 fois que tu aies, 5-6 liens, enfin je préfère, Google préfère, c'est pas moi qui fais les Mais lois, toi mais aussi, puisque ce que Google aime, tu l'aimes. ouais. Ils préfèrent largement, voir 3-4 liens super qualitatifs, plutôt que, 20 liens, issus d'annuaires, très bizarres et de sites, très, Exotique. voilà, c'est ça, très exotiques. OK. Donc faut réfléchir en comme ça, balance qualité, quantité, super, qualité quand même un peu plus supérieure à la quantité, mais la quantité reste importante et logique et naturelle, en fait. Est-ce que c'est le même raisonnement pour les contenus? Est-ce qu'il vaut mieux favoriser la qualité à la quantité? Les 2, on va dire. Parce que en fait, l'idée, c'est que tu te positionnes rapidement sur beaucoup de mots-clés pour apporter du trafic. Il faut que tu te positionnes, on avait dit tout à l'heure, une page de contenu égale un mot-clé. Donc jusque-là, tout va bien. Le truc, c'est que, si tu fais trop peu de contenu, bah, tu vas décoller moins rapidement que si tu en fais beaucoup. Par contre, si c'est pour en faire, beaucoup et qu'il y a rien comme valeur parce que tu as pas eu le temps de passer du temps dessus et de donner de la qualité, ça sert à rien. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est minimum 2 articles par semaine. Voilà. Avec 2 articles par semaine, en vrai, tu peux constater déjà, une bonne progression avec le temps, en fait, tout C'est pas mal, hein, simplement. 2 articles En par semaine. plus, C'est ce qu'on ouais, faisait au début de My Marketing Experience. On faisait 2 articles par semaine. ouais, mais tu vois, Plus c'est du tout, super. hein. Mais, Oui, parce que c'est super donc chronophage, en fait. C'est ça le truc avec les articles, c'est que les rédiger prend du temps et c'est aussi une problématique pour pas mal de PME. oui, Avec lesquels ils travaillent, parce ils veulent pas que leurs équipes marketing, qui sont en général assez restreintes, dédient, du temps dessus, ce qui est logique. Enfin, ça dépend, hein, il y a des PME qui sont OK, il y en a d'autres qui le sont moins. Mais en fait, il y a des solutions, il y a des rédacteurs qui existent, des très bons rédacteurs et en fait, tu réalises que externaliser ça, ça t'enlève quand même et c'est un rentable. et c'est Et rentable. c'est rentable, clairement. Moi, Ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Ben, pour avoir écrit pas mal d'articles, ben, déjà, tu n'as pas toujours la compétence. Et puis, en interne, les gens n'aiment pas forcément le faire. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime naturellement. Donc, le confier, l'externaliser, c'est carrément une solution. J'ai encore une question. Je suis désolée parce qu'en fait, ça me donne envie de te poser plein de questions. Je trouve ce sujet hyper passionnant. Tu parlais de 2 par semaine. Donc, il vaut mieux publier 2 fois par semaine un article plutôt que se dire, OK, j'ai un stock de 10 et je lâche tout en 3 jours. Ou il vaut Ah oui. mieux. Voilà. OK. Ah oui, oui. Alors Google, c'est vraiment, fonctionne à la régularité. C'est, les effets cumulés, dans toute sa splendeur, hein. C'est des petites actions que tu fais qui vont faire que ça va exploser à un moment et pour le contenu, complètement. Surtout si tu es un nouveau site où je veux dire que ton site n'a pas une ancienneté, incroyable. Faut vraiment, miser sur la régularité. Alors peut-être qu'au début, tu dois faire plus de contenu, genre 4-5-6 articles par semaine. Mais quand tu es un tout nouveau site, je parle. Mais pour une PME, par exemple, ne surtout pas lâcher 50 articles d'un coup, Ah oui, heu, c'est louche. et ensuite, plus personne pendant 6 mois parce que, ça renvoie un signal qui est pas forcément positif. Parce que tu te dis pas: «Tiens, ce webmaster-là, il est sérieux s'il fait une action un jour et puis pendant 6 mois, il fait plus rien». En Tu fait, vois j'ai ce que je l'impression veux que dire? tous les algorithmes, ils fonctionnent de la même manière parce que si tu penses à l'algorithme de n'importe quel réseau social, publier 100 posts en une journée, puis après plus rien pendant 100 jours, ben, en fait, ça aurait été, exactement le même résultat, c'est-à-dire rien du tout, peut-être pas grand-chose. Et en fait, aujourd'hui, ils favorisent beaucoup plus, Google, comme je dirais n'importe quel algorithme finalement, favorise beaucoup plus la régularité que la Ouais. quantité dans l'immédiat, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi un facteur fiabilité, en fait, où tu te dis, c'est plus fiable de voir quelqu'un tenir une action dans la longue durée que quelqu'un qui fait un sprint et ensuite tu en entends plus parler, tu vois? Bah, carrément, carrément. C'est comme la salle de sport, hein. Au début, tu t'inscris, tu y vas tous les jours et puis après, tu arrêtes. Tu as plus de C'est ça. résultats. Donc, tu m'as fait une super transition. Moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est de manière réaliste. Est-ce que l'optimisation de son SEO, de son référencement, c'est quelque chose qui peut être géré quand on est une PME, totalement en interne ou
il va falloir quand même faire appel à de l'aide extérieure. Ça, c'est la question la plus compliquée de toutes. Non, en fait, je dirais que c'est possible si tu formes tes équipes. Voilà. Quelqu'un peut se rendre, autonome sur le sujet s'il est bien formé, ça prend du temps. Moi, initialement, j'étais pas, issue du SEO, j'étais issue de la publicité. Je faisais beaucoup de publicité et en fait, c'est un sujet qui m'a intéressée, je me suis formée dessus et c'est comme ça que j'ai appris et j'ai expérimenté ensuite pour avoir ma méthodologie. Donc c'est bien la preuve qu'en fait, c'est possible Donc, on peut se de former. l'apprendre. On n'est pas obligé d'avoir fait l'école du référencement, diplôme. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ça existe. Non, ça existe même pas en plus, c'est vraiment l'école de la vie, pour le coup. C'est beaucoup d'essais, hein, c'est beaucoup de C'est ça, tests. OK, c'est donc beaucoup. c'est possible de se former et du coup donc mais par contre, on est d'accord, il faut y accorder du temps. C'est pas fait ça en 2 minutes. Il faut y accorder du temps, être, très curieux parce que, la majorité des informations ne sont pas divulguées, en fait. Faut se dire que tu te bats contre un algorithme qui a 200 facteurs de classement et dont la majorité ne sont pas révélés. D'accord. Donc, même au sein même de Google, il y a un secret dessus. Donc en fait, le facteur expérience va énormément jouer. Il faut que tu testes et que tu sois super curieux, voilà et que tu aies pas peur de te sentir un peu seul de temps à autre parce que, ben, forcément, il y a des choses que tu sauras pas, tu vas faire même les choses bien et en fait, tu vois, ça va pas forcément aller dans ton sens. Donc il faut que tu gardes ton sang-froid, il faut que tu sois apte à changer de stratégie quand tu vois qu'il y en a une qui fonctionne pas et donc voilà. Mais à partir de ce moment-là, tu peux y aller. Surtout que je trouve que franchement, c'est un sujet qui est passionnant donc Ah, c'est passionnant. Surtout quand tu l'expliques, c'est passionnant. merci. C'est un peu l'art Mais de la guerre, hein, quand même, j'ai l'impression, le SEO. Mais donc, si on est curieux, si on a envie, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est quelque chose qu'on peut faire en interne en l'apprenant. Donc, on est d'accord, on ne se jette pas là tout seul en allant juste sur Google Analytics et en avant. On est d'accord, il y a des méthodes, il y a des techniques pour se former. complètement, il y a des techniques pour se former et je pense même que tout le monde devrait avoir les bases. Parce que, déjà ça t'évite enfin ça te permet de voir en fait, ta collaboration avec un prestataire, de l'envisager vraiment sur le moyen Ah, c'est long clair. terme, de pouvoir suivre en fait toi-même comment ça fonctionne. Donc il faut quand même avoir les bases, pour être capable de se dire, «Voilà, ça c'est cool, ça peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas bien, quoi». Donc si, moi j'encourage vraiment tout le monde à se former au moins à minima sur le sujet, ouais, OK. complètement. Et donc, les bases, c'est vraiment les bases en termes de technique, de contenu, de netlinking. C'est vraiment tout. C'est ça. OK. Les bases exactement, toutes ces bases-là, même en fait de savoir ne serait-ce que comment fonctionne un moteur de recherche. Ça a l'air super basique, mais en fait la majorité des gens quand tu leur poses la question, ben ils le savent pas forcément et il y a une certaine logique après, parce que tu comprends derrière la puissance, c'est pourquoi on parle autant de liens tout le temps, en fait, et tu comprends pas mal de choses et aussi se former à ce que Google n'aime pas, tout simplement. Si tu as pas envie de rentrer trop dans la technique ou quoi que ce soit, tu peux regarder, il y a des choses sur les directives de Google, notamment sur la Search Console et sur différents sites officiels de Google où ils expliquent, en fait, ce qu'ils aiment pas et c'est important de le savoir, ce qu'ils aiment pas, parce que ça t'évite, De le de te faire. retrouver voilà, de le faire déjà et ça t'évite de te retrouver dans une situation où, ben, d'un coup, tu découvres des choses, que tu as pas faites, par exemple, sur ton site, mais qui fonctionnent pas et voilà et ça, tu vois, c'est super important, je pense, de le maîtriser à minima. Après, c'est cool aussi de se faire accompagner parce que, moi, je note quand même, tu vois, il y a beaucoup de sortes d'incidents, qui sont assez réguliers, bah, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais quand on change un site internet, par exemple, tu vois? Ah oui, Bah, je confirme. il y a des choses il y a des choses que tu peux anticiper. En fait, le changement d'un site internet, c'est hyper, important parce que ça impacte directement ton chiffre d'affaires et il faut y aller avec un plan d'action qui commence bien avant le lancement de ton nouveau site, en fait et vraiment appliquer un SEO à différents, étapes de ton projet de migration, tout simplement. Parce qu'il va pouvoir te conseiller et te dire: «Voilà comment on va faire, voilà» parce tu vois? Comme ce qu'on peut éviter et voilà comment tu peux mettre en ligne ton site, en fait. Et là, tu te sens accompagné et c'est à ce moment-là que tu fais le moins d'erreurs possible. Oui, parce que Donc là, c'est si quand tu même le niveau supérieur, hein. Je le dis à tout le monde, ne vous lancez pas dans un changement de site, tout ça, tout seul, la fleur au fusil, parce que ça peut vraiment avoir un impact sur votre SEO. Nous, on a ramé quand même plusieurs mois pour récupérer
pour récupérer le massacre. Mais c'est récupérable, mais du coup, c'est clair que si une grosse partie de ses clients arrivent par le site internet, bah, ça peut être hyper préjudiciable. Si c'est un canal d'acquisition majoritaire, on va dire, ça peut être très préjudiciable. Donc là, je te rejoins, Myriam, il ne faut pas le faire seul, il faut être accompagné, même si on est marketeur. Moi, je le dis parce que, bah, oui, j'ai même un diplôme en marketing, mais tu me rejoins aujourd'hui, comme avant, il n'y a pas de formation SEO. C'est très, très light en général. C'est pour ça que je te rejoins aussi. J'encourage vivement, même les marketeurs où on pense qu'ils le savent parce qu'ils sont marketeurs. Ben non, ce n'est pas parce qu'on est marketeur qu'on s'y connaît forcément bien en SEO. Donc, j'encourage vraiment à se former sur les bases, enfin au moins sur les bases pour comprendre Oui, comment ça fonctionne et comprendre aussi quelle est sa limite. C'est à dire, OK, ça, je vais être capable de le faire moi-même. Mais là, je vois que ça dépasse ce que je suis capable de faire. Donc, je fais appel à quelqu'un et je suis capable de savoir si cette personne me balade ou pas déjà, si elle est fiable ou pas. oui. Donc, Oui, oui, complètement, mais complètement, c'est ça. Et puis, en fait, après, si tu as le temps, tu te dis: «Bah, tiens, je me forme et si ça se trouve, tu vas découvrir un sujet de passion». Parce que moi, c'est un peu comme ça, hein, initialement, que je ouais, suis c'est tombée clair. dedans. C'était pas du tout mon rôle, c'est vraiment par hasard que j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur le sujet et ensuite, ben, j'ai trop aimé et Et justement, je travaillais dans une PME. Donc, ce côté-là, en fait, où tu fais plein de choses du digital, mais parfois, tu te dis: «J'ai besoin d'aller plus loin» et quand tu te de lances, comprendre. c'est ça, tu vas vraiment, vraiment plus loin et là, pour le coup, je pense qu'avec le SEO, c'est relativement facile si Si ça tu es curieux. t'intéresse, Si ça t'intéresse, c'est que tu es curieux. curieux, Et tu vas toi, être très du coup, tu es tellement passionné, tu es tellement convaincu par ce que tu dis que je vais le dire à ta place. Toi, tu crées une formation pour donner les bases du SEO. Je me trompe? J'ai oui, spoilé ou c'est vrai? oui, c'est ça et en fait, c'est plus que les bases, Ah, c'est plus que les bases. c'est ça. En gros, là, je lance une formation. En fait, l'idée, c'est d'avoir ton plan d'action à chaque socle. Par exemple, la technique, et cetera. Tu sais comment tu dois auditer ton site et en fait, à chaque fois, tu as des mini vidéos entre 1 et 2 minutes qui t'expliquent un concept technique et ensuite le live de moi qui te montre comment faire pour l'auditer. Cool, En fait, l'idée, classe. parce que j'avais discuté avec pas mal de marketeurs et en fait, l'idée, c'est de vraiment leur donner un peu les clés, pour qu'ils soient un peu plus autonomes sur le sujet et dans le pilotage de leurs agences ou même, pour faire certaines choses, eux-mêmes, en fait. Ouais, Donc c'est ouais, j'ai projet, assez cool, je suis assez contente, bah, d'être dedans. s'il y en a que ça intéresse, on mettra le lien sous le podcast. Comme ça, vous pourrez directement aller voir par vous-même. Bah, écoute, merci beaucoup Myriam. C'était hyper intéressant. Si tu dois, voilà, juste un petit mot, si tu as un compte à suivre, quelque chose que tu trouves vraiment intéressant pour, si on veut aller plus loin. Alors bien sûr, te suivre hein, sur LinkedIn, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est la base. On mettra ton profil LinkedIn. Est-ce que tu as une autre source chouchou, toi, que tu trouves hyper accessible et qui peut nous aider aussi à progresser dans le SEO? Alors, bah, je pense à mes collègues de LinkedIn, donc forcément, on a Guillaume Giraudet, on a François Dragon aussi que vous pouvez suivre sur LinkedIn. On a Amandine Barthes et en fait, c'est toutes ces personnes-là qui publient sur la SEO. En général, c'est très accessible sur un réseau social comme LinkedIn en plus. Après, moi, je pense qu'on a beaucoup aussi à apprendre des consultants SEO, des US. Ouais. Moi, mon Ton, gourou, c'est ton Brian. gourou. Mon gourou, c'est Brian. Clairement, j'ai fait son premier bootcamp, il est juste incroyable. C'est pas possible par contre de le prendre en consultant parce qu'il est à 3 000 de l'heure, mais c'est quelqu'un de super, super, calé et donc oui, lui, son blog, je le recommande vivement, de suivre son blog à Brian Dean et puis en fait, si, il y a pléthore de consultants qui sont super et en France, hein, quand même, c'est important aussi de citer d'autres sources françaises. On a le pape, du SEO, Olivier Andrieux qui fait Ah du oui, SEO maintenant effectivement. depuis, plus de 20 ans, je crois et Oui, il a l'air clairement. super sympa. Je lui ai jamais parlé, mais il a l'air super sympa et ça, c'est quand même important parce que quand on apprend des trucs techniques, on a envie de les apprendre avec quelqu'un de sympa donc je pense Ouais. qu'Olivier Andrieux aussi, on peut le citer, ouais. Ça ne gâche rien. Ben, écoute, merci beaucoup Myriam pour tes partages. Bien sûr, suivez Myriam. En plus, toi, tu as une newsletter qui déchire, que j'adore, qui s'appelle La Grosse Mine. Rien que le nom. Rien que le nom, je kiffe. Donc, un grand merci. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu directement contacter Myriam sur LinkedIn. Elle est super connectée. Et puis, sinon, bah, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.